Il s'agit, comme vous l'aurez compris, de Christian Penda Ekoka. L'autre a choisi, voici quelques semaines déjà, de rejoindre le camp de Paul Biya, alors qu'on pensait qu'il avait plutôt des attaches dans l'opposition. Il s'appelle Célestin Bédiki. Ces deux figures qui affichent des visions radicalement opposées sur la marche économique du Cameroun, voire plus, exposent ce soir pour leur camp la quintessence des options qui fondent l'essentiel de leur programme. Bonsoir, Christian Penda Ekoka. Bonsoir, M. Zogo. Merci d'être venu sur le plateau d'Equinos Télévision en pleine campagne électorale pour le compte de votre candidat. Vœu courtois et qui abordera l'essentiel des questions qui ont été évoquées depuis le début de cette campagne électorale. Mais nous avons deux éminents économistes aussi ce soir sur ce plateau dont on abordera ces questions. Alors, Christian Penda Ekoka. Architecture et ensuite, n'est-ce pas, l'impact que ça a sur les problèmes sur la performance économique du Cameroun. Oui. C'est très différent de la personne de Paul Biya. Et lui-même doit le savoir d'ailleurs. Donc vous n'avez rien contre Paul Biya en réalité? Enfin, on parle ici d'un chef de l'État, on n'est pas en train de parler de Paul Biya. Absolument. Voilà. Oui. Et du système de gouvernance, n'est-ce pas, qu'il préside. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on parlera beaucoup plus d'un système, c'est ça qui m'intéresse. Je crois que je suis d'autant plus content d'avoir Célestin Bédiki en face de moi, que ce système, il a souvent décrié lui-même. Ah bon, oui. Alors Célestin Bédiki, ce système, vous l'avez souvent décrié, comme dit Christian Penda Ekoka. Non, je pense qu'il faut que Christian Ekoka cesse de mener les Camerounais en bateau, hein, parce que on ne peut pas être une chauve-souris à ce point, c'est-à-dire on n'est ni mammifère, ni vous permettez, on y arrive. Je parle de chauve-souris, et je maintiens mon terme, ni mammifère, ni oiseau. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez pas prétendre que vous critiquez des institutions ou le système de gouvernance, alors même que ces institutions et cette gouvernance sont incarnées par une personne qui est le président Biya. Vous n'avez pas dit que vous ne supportez pas l'un, mais que vous ne vous attaquez pas à l'autre. Non, monsieur. Si vous permettez, il ne s'agit pas, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de faire la différence entre le chef de l'État et... Écoutez, si vous voulez... vous avez la parole, il a placé il a juste un élément. Non, je pense qu'il va la reprendre. Oui, parce que là, il faut que les esprits... Il faut être assuré que qu'on a un esprit bien clair lorsqu'on s'exprime, et surtout en des moments si solennels. Nous ne pouvons pas permettre que dans une certaine confusion, on dise une chose et son contraire, tout simplement parce que on essaye à la fois de mélanger la chair ou le chou. Nous sommes à une heure critique, c'est l'heure des choix. Et ces choix doivent être reflétés par les opinions que nous exprimons et qui doivent servir d'orientation dans les choix que vont demain faire les électeurs. Alors je dis, je soutiens la candidature du président Biya. Je soutiens la perspective dans laquelle il inscrit son action, dans laquelle la gouvernance devrait être organisée. Je jette un coup d'œil en arrière, je vois le chemin qui a été parcouru, je vois les efforts qui ont été faits, tout en admettant qu'il y a eu des insuffisances. Je me dis que de ces erreurs, on peut tirer des leçons et avancer, d'autant plus que la vision qu'il a formulée depuis 2011, en parlant de la marche du Cameroun vers l'émergence, suggère une mutation, une transformation structurelle de l'économie qui ne peut qu'être bienfaisante et pour le Cameroun et pour chaque Camerounais. Parce que lorsqu'on parle de marche du pays vers l'émergence, ça signifie que nous sortons du modèle économique dans lequel nous étions, un modèle qui, de toutes les façons, a montré ses limites. C'était un modèle d'impôt-substitution. D'ailleurs, Christian Ekoka pourra nous en dire un mot, parce qu'il a travaillé à la SNI pendant un certain nombre d'années, et c'est sur ce modèle-là que le FMI s'est déployé. C'est un modèle dépassé. C'est un modèle qui est aujourd'hui dépassé, qui en tout cas ne génère plus suffisamment d'emplois pour absorber tout ce qu'il y a comme demande sur le marché du travail. Et lorsque le président Biya définit le cap de la marche vers l'émergence, il sort de la préoccupation, la question centrale du Cameroun, il la sort de la cible marché domestique pour l'inscrire dans la cible marché global. Et quand on parle de marché global,
on pense plutôt à l'insertion avantageuse du pays dans ce qu'on appelle les chaînes de valeurs ajoutées mondiales. Celle-là, lorsque un pays est inséré, c'est-à-dire a comme marché cible le marché global, donne la possibilité de mettre en place des unités de production de grande dimension qui utilisent plus de main-d'œuvre et sur un territoire produisent plus de revenus, ce qui permet un enrichissement de l'ensemble de la population, c'est-à-dire une amélioration du PIB. La marche vers l'émergence a pour conséquence ce qu'on appelle ce paradigme shift, ce changement de paradigme qui donc devra générer une absorption massive du sous-emploi qui est observé, mais également un relèvement substantiel du niveau de vie des Camerounais. Alors je voudrais ici qu'on parle non pas des petites anomalies ou distorsions du fonctionnement de l'administration, qui semble avoir été l'essentiel du propos de M. Ekoka ces derniers temps pour critiquer le président Biya. Et non, que l'on ne considère pas cela, ou qu'on ne pense pas que ces petites critiques-là peuvent valoir critique économique si on est vraiment économiste. Alors, Christian Penda-Ekoka. Alors, je crois que le problème de... Je ne veux pas rentrer dans ces petits colibets-là. Ce que je veux dire, le changement structurel que l'économie du Cameroun doit subir depuis fort longtemps, et exactement dans ce que Célestin Bézigui est en train de dire, qu'on dit en anglais paradigm shift. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire un changement de paradigme. C'est-à-dire partir, par exemple, si je ne parle que de la remontée des chaînes de valeur, il faudrait partir, n'est-ce pas, d'une économie qui importe aujourd'hui 600 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, de denrées alimentaires, ce qui a une incidence absolument négative sur la balance commerciale et sur la balance des paiements, et qui constitue un risque majeur, n'est-ce pas, au niveau de la perspective de notre économie. C'est très bien de le dire. Il se trouve malheureusement que depuis pratiquement 36 ans que ce changement de paradigme aurait dû se réaliser, il ne se réalise pas. Pourquoi? L'économie, c'est les chiffres. Vous avez la même structure de production et des échanges depuis plus de 40 ans. Et si vous voulez faire ce qu'il fait là, ce qu'il dit là, la remontée des chaînes de valeur, il faut absolument que vous changiez la structuration même de l'économie. Or, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez toujours une économie comme ce que vous avez connu à l'école il y a 40 ans, où vous continuez de produire et d'exporter, n'est-ce pas, des produits primaires à très faible valeur ajoutée, où vous importez des produits industriels. Si vous regardez la structure des exportations du Cameroun, vous allez voir que le poids de la valeur ajoutée manufacturière n'a fait que passer d'année en année. Aujourd'hui, au niveau de la structure du PIB, vous avez pour plus de 60% qui revient au secteur commercial. Et quand je dis secteur commercial, c'est vraiment du bien là. C'est des services à très valeur ajoutée. Je veux bien qu'ils disent que le président de la République a orienté, n'est-ce pas, l'économie vers le changement de paradigme. Mais ça fait 36 ans que ça dure. Et les résultats ne sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quelque part, il y a même, je n'ose pas dire une absence de volonté, mais vous devez pouvoir voir qu'une fois qu'il a dit qu'il fallait faire un changement de paradigme, et qu'on n'en voit pas les résultats. Et je vous donne un indicateur majeur, qui est le PIB par habitant. Le PIB par habitant est resté constamment en deçà de 1500 $. Ça, c'est le chiffre de l'Institut national des statistiques. Depuis des années. Et la meilleure manière de mesurer que vous êtes en train de faire la remontée des chaînes de valeur, justement, c'est de lire le PIB par habitant. C'est comme ça que vous pouvez comparer les pays. Et quand vous comparez les pays, les États-Unis, plus de 50 000 $ par habitant, n'est-ce pas, le Kenya, plus de 2 000 $ par habitant, la Chine, et ainsi de suite, qui a fait cette remontée de chaîne de valeur à partir du moment où la Chine s'est ouverte en 1978. Et c'est ça que vous pouvez regarder comme l'indicateur majeur, le PIB par habitant. Et c'est comme ça que vous savez qu'une économie est en train de sortir du système d'import substitution pour aller vers les exportations et des exportations de produits manufacturés, c'est-à-dire des produits à plus forte valeur ajoutée. Vous vous rendez compte que cela ne se fait pas. Et ça étonne tous les observateurs avisés de l'économie du Cameroun. Que ce soit Standard & Poor's, c'est-à-dire les agences de notation, que ce soit Fitch, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque africaine de développement, ça devient un indicateur majeur qui montre qu'on piétine
n'est-ce pas, le Cameroun peine à décoller. Et d'ailleurs, à ce rythme-là, vous n'atteindrez pas l'émergence. Parce qu'au fond, faire remonter le PIB par habitant suppose également faire remonter votre taux de croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Faire remonter, moi je vous apprends rien, M. Jogo, suppose également faire remonter votre taux de croissance. Or, vous êtes en train de faire une régression. Au cours des 4 dernières années, c'est-à-dire de 2012 à 2016, le taux de croissance moyen de l'économie du Cameroun était de 4,9%. À 2017, je vous apprends rien, il est tombé à 3,5%. Et je vous apprends rien non plus en disant que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi l'avait fixé dans le scénario de référence, c'est-à-dire le scénario bas, à 5,9%, c'est-à-dire pratiquement 6%. Et sur la période 2016 à 2020, l'avait placé pratiquement à 9,6%. Vous êtes tombé à 3,5%. Les perspectives ne sont pas bonnes. Elles sont carrément dangereuses de ce point de vue-là. Si je ne prends que l'indicateur qu'il a voulu avoir et faire un changement, c'est-à-dire un paradigme shift, pour sortir, n'est-ce pas, comme les pays asiatiques autrefois faisaient, ils ont fait des stratégies industrielles orientées vers les exportations, alors que nous faisions des import-substitutions. Célestin sait également que moi, dans ma vie antérieure, c'est-à-dire de consultant international, l'une des organisations pour lesquelles je travaille beaucoup, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. J'ai conseillé plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes par rapport à cela. Et ça, c'est l'indicateur majeur qu'on utilise. C'est-à-dire, quand vous voyez vous-même dans votre structure d'exportation, vous voyez que les produits exportent un nombre de choses, et ces chiffres nous disent où est-ce que l'économie du Cameroun est en train d'aller. Vous comprenez? Il y a 35 ans, à Douala, la pêche industrielle produisait, n'est-ce pas, plus de 30 000 tonnes de poissons. On importait moins de 5 000 tonnes de poissons aujourd'hui par an. Aujourd'hui, vous importez plus de 210 000 tonnes de poissons. Et les deux denrées, c'est-à-dire le poisson et le riz, font 300 milliards de francs CFA d'importation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est énorme. Si c'est ça que vous devez changer, mais il faut carrément un autre système de gouvernance, une autre structuration de l'économie, n'est-ce pas, pour le faire. Alors, les tendances montrent que en fait, les choses s'aggravent et empirent. Et votre économie attire très peu d'investissements directs étrangers. Alors, et si vous avez le modèle chinois, lorsque la Chine a ouvert son économie en 1978, lorsque vous voyez le modèle auquel veut se référer Célestin, sans le dire, c'est-à-dire les dragons de l'Est, que ce soit l'Asie, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, et ceux qui les suivent après, c'est-à-dire la Chine plus récemment, la Malaisie, tout ça, vous allez voir ce changement de paradigme et vous allez voir au niveau de leur industrialisation ce qui s'est passé. C'est-à-dire les pays se sont tournés vers l'exportation, l'industrie s'est tournée vers l'exportation. C'est ce qu'on a du mal à voir ici. Je pense qu'il était là quand on faisait le premier plan directeur d'industrialisation qui s'est fait exactement en 1986. C'est-à-dire 4 ans après l'arrivée du président de la République à Étudier. Alors, il n'a pas connu le suite. Aujourd'hui, on vous ressort un autre plan directeur d'industrialisation, celui de 2017. Bien entendu, l'environnement a changé, mais si on faisait au moins le bilan du premier, on se rendait bien compte que celui de 86 n'a même pas connu un début de réalisation. On parle des chiffres, on ne parle pas d'autre chose. D'accord. Célestin Bédigui non, avec toute l'amitié que j'ai pour Christian. Christian Pédé-Coca considère que le changement de paradigme dont vous parlez n'est pas envisageable dans le contexte actuel. N'est pas envisageable, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je me réjouis déjà qu'il ait convenu avec moi que dans les circonstances actuelles, on parle de changement de paradigme. Ça, mais vous permettez, mais je ne vous ai pas interrompu, Christian, je vous en prie. Gardons notre calme. Non, mais en revanche, je suis un peu surpris parce que je note une certaine confusion dans sa manière d'utiliser les outils ou les notions économiques. Et là, je suis vraiment inquiet, d'une part. D'autre part, je trouve une contradiction, je pourrais dire, assez inquiétante quant à sa manière de se positionner par rapport à la responsabilité d'un certain nombre de choses qui sont faites, des choses qui sont aujourd'hui dépassées. Et donc, il devrait assumer la responsabilité. Hier,
et aujourd'hui. Hier, pourquoi? Christian a été un cadre supérieur à la Société nationale d'investissement. Il était, je crois, directeur des études. Des projets. Des études et projets. Or, la Société nationale d'investissement a œuvré pendant à peu près 40 ans, 45 ans, sous le paradigme de l'import-substitution. Il faut que les Camerounais comprennent un peu ce qu'on entend par import-substitution. Ça veut dire, l'import-substitution veut que les produits courants que l'on consomme, au lieu de les importer, on met en place des unités, des petites unités, pour les fabriquer sur place, mais avec un marché cible, le marché domestique. Et cela a été le mantra de l'activité, comment dirais-je, des opérations de la SNI, et Christian Ekoka était le directeur des études et des projets. Donc, si on peut dire aujourd'hui qu'il y a des personnes dont la responsabilité doit être interpellée quant à cette espèce de course vers un mur que le Cameroun a connu quelque temps après, Christian Ekoka est l'une des premières personnes qui devrait être interpellée en tant que maître d'œuvre de ce modèle qui a montré très rapidement ses limites. Premier point, ça c'est pour le passé. Et pour le présent et le futur, Christian a eu le privilège d'être accepté dans l'entourage du chef de l'État comme conseiller. S'il était avisé, la preuve il ne l'est pas, je m'en rends compte, s'il était avisé, il aurait été l'une des personnes à relever les insuffisances de ce paradigme du modèle économique que nous avions et à proposer, à préconiser, à organiser ce paradigme shift dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lui que déjà le président, dont il était censé le conseiller, avait entrevu, avait eu la vision, à savoir l'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiales, ce qui aurait voulu que on se soit plutôt organisé pour que les différents projets, les initiatives qui étaient prises permettent que nous avancions dans la mise en œuvre de cette insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiales. Pourquoi je le dis? Je dis que sa posture est elle est grave dans le sens où, d'abord, je me rends compte d'une chose, il ne s'agit pas, Christian, d'une affaire de remontée des chaînes de valeur, comment on dit, de remontée des valeurs ajoutées. Non, c'est ça, des valeurs ajoutées. Tu permets. Non, tu m'as demandé, tu peux me remonter. Il s'agit de remonter les chaînes de valeur. Des chaînes de valeur. Alors, je te dis, il ne s'agit pas de ça. Quand nous parlons de l'insertion dans les chaînes de valeur ajoutées internationales, écoutez, pour que les Camerounais comprennent de quoi il s'agit. Nous produisons le coton. Une fois que nous avons produit le coton va servir à faire des fils, il va servir à faire des écrus, il va servir à faire des tissus que les gens vont mettre, vous comprenez? Il va servir à la haute couture et autres. Alors, vous permettez, vous allez voir ce qu'il vient de faire. Vous permettez des fils, n'est-ce pas? Et il peut peut-être dire que non, moi, même les crus, les métiers à tisser, c'est pas tout à fait mon affaire. C'est l'Irlande, par exemple, qui a une expérience qui lui permet de produire de l'écru à un coût moins élevé. Il va dire, mais en revanche, j'ai chez moi toutes ces jeunes filles qui ont fait les collèges d'enseignement technique dans l'industrie de l'habillement. Chaque pays a. Et dans le cas du Cameroun, de quoi s'agissait-il? Nous avons comme avantage comparatif majeur ce qu'on ne va pas appeler cette main-d'œuvre formée, d'une part. D'autre part, à côté de cela, il y a les contraintes qu'il faut absolument lever avant donc de réussir cette insertion. Et l'une des principales contraintes que l'on a, c'est la contrainte de l'offre énergétique. Et lorsque le président Biya décide de partir du point où on était, parce qu'on sortait de la grande crise économique, Christian sait bien de quoi je parle, et il fallait reconsolider, n'est-ce pas, 87, reconsolider une approche positive de l'économie camerounaise. Oui. Il a engagé le septennat
des grandes ambitions, il fallait ensuite doter le pays des éléments basiques qui sont nécessaires pour réussir ou se monter sur un attractif pour un afflux ou une attraction des investisseurs directs étrangers. On s'est engagé dans des grands travaux, les grands projets structurants, c'est-à-dire dans le domaine de la communication et surtout dans la production de l'énergie. Et maintenant, on entre dans la troisième phase de ce mouvement qui, lui, c'est comme un pacte de prospérité que nous passons avec le peuple camerounais, qui permettra donc que, maintenant que les éléments de base sont en place, on puisse ouvrir, on puisse engager le Cameroun vers une croissance qui est déjà à l'heure actuelle. On ne doit pas jouer à se faire peur, n'est-ce pas, à se minimiser les efforts qui sont faits. La croissance du Cameroun. Attendez. À l'heure actuelle, tout à l'heure, il a parlé d'une prévision de croissance de 9%. Excusez-moi. C'est ce qu'il a dit. Mais je voudrais dire quelque chose. Vous permettez. Vous avez la parole. Vous permettez. Vous avez la parole. Mais non, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez dit. Donc je ne m'énerve pas du tout. Certainement pas devant vous. Vous permettez. Ne m'interrompez pas. Précision, vous avez la parole. C'est ça, vous avez la parole. Je suis précision. Non, vous avez la parole. Il aura tout le temps d'apporter ses précisions. Laissez-moi terminer mon propos. Oui, il a évoqué tout à l'heure le fait qu'on ne soit pas au 9% prévu dans le DSE. Oui, tout à fait. Et que notre taux de croissance soit de l'ordre de 3, 4, 5%. Je voudrais dire, je veux dire à Christian que les économistes que nous sommes, je prétends que nous sommes tous les deux économistes, si on regarde autour de nous, un pays comme la France a un taux de moins de 2%. Croissance de moins de 2%. Vous comprenez? Vous comprenez. Bon, un pays comme les États-Unis ont un taux de croissance à peu près 5%. Non, 2%. 4%. Vous voyez. Alors, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire à M. Ekoka qu'il ne faut pas donner dans le catastrophisme débile, si vous voulez qu'on utilise les gros mots, je peux y aller aussi dans le catastrophisme débile pour faire plaisir, Non, pas le gros mot. Je vais dire ceci. Je vais dire pas de gros mots, c'est ça. Dites-lui de ne pas utiliser les gros mots. Non, il n'y aura pas de gros mots sur ce plateau. Lorsque nous sommes à l'économie, nous utilisons des indicateurs et nous comparons les performances des autres pays par rapport à ces indicateurs-là. Et je dis, un pays comme la France, qui reste tout de même sur le plan économique mondial, a un taux de croissance de 2%, c'est quelque chose qui doit être noté. Surtout quand il faut le comparer au Cameroun, qui a un taux de croissance de 4,5%. N'est-ce pas? Quand M. Ekoka vient ici, à la fois il essaie de s'approcher sur le chiffre du DSE ou bien sur une tendance, je ne sais pas d'où il a dit, pour vraiment jouer sur la carte du catastrophisme. Je dis non, mon cher Christian, cela est débile. Cela est débile d'autant plus que vous savez aussi bien que moi qu'un pays comme le Cameroun, qui a eu à réussir un double virage, celui de sortir de la crise mondiale dans laquelle le pays s'est trouvé à un moment donné, de ressusciter, qui a réussi d'autre part à réengager un mouvement de croissance basé cette fois-là sur la mise en place des grandes infrastructures et qui maintenant que ces grandes infrastructures sont en place est bien placé pour engager maintenant un mouvement d'industrialisation accélérée. C'est-à-dire, quand on se situe sur la durée, on ne peut que, reconnaître que la personne qui a eu cette vision-là, est une personne dont il faut respecter la vision. 2, quand on a été conseiller de cette personne et qu'on a été incapable, comme vous l'avez été, de lui dire, Monsieur le Président, le modèle économique n'est pas mauvais, et que de lui-même, il ait eu cette vision, alors qu'il avait une sommité comme lui à côté de lui, et que vous pensez que le seul fait que vous ayez écrit des notes critiques sur les petits travers bureaucratiques, vos analyses économiques, je dis non, il faut arrêter cela. Les Camerounais n'ont pas besoin de cela. Alors, c'est ça, on vous a compris. Christian Penda Ekoka va reprendre la parole, des précisions, et puis, voilà, il répond à ce que vous avez dit. D'abord, je suis désolé, Bézigui n'a jamais eu le privilège d'être conseiller du chef d'État. Écoutez, monsieur, heureusement,
Heureusement, parce que si le chef d'État, si le chef d'État n'a eu que des conseillers comme vous, on voit bien où vous avez pu conduire le Cameroun. J'espère que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Vous êtes en train de me dire que c'est moi qui sais ce que j'ai fait, c'est moi qui en ai tiré les conclusions. Et vous imaginez que si j'en ai tiré les conclusions, c'est bien parce que j'ai vu ce que j'ai proposé par rapport à ce qu'il est en train de dire. Mais je ne vais pas rester sur cet aspect-là. Ce que je veux dire, que vous comprenez d'ailleurs fort bien, lorsqu'on peut se permettre de comparer l'économie du Cameroun à l'économie du Congo, voilà pourquoi les économies qui sont déjà développées, n'est-ce pas, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, naturellement, que ce soit le Japon, c'est-à-dire des économies qui sont déjà développées, industrialisées fortement, donc les besoins à satisfaire ne sont plus énormes, ont une base de PIB extrêmement élevée, 20 365 milliards de francs CFA. Vous comprenez? Voilà. Et voilà pourquoi vous voyez que les économies qui veulent faire du rattrapage, comme il le sait, telles que la Chine, pour opérer ce rattrapage, sont obligés de faire un taux de croissance à deux chiffres. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire quelque chose de sorcier. Sont obligés. Oui, pour faire du rattrapage. Mais ça se calcule. Ça se calcule. C'est-à-dire que... Mais c'est ça. C'est pour pouvoir arriver à un calcul de croissance. Je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais je vais faire le calcul. Je vais faire le calcul rapidement. C'est-à-dire que... Et il le sait. Sauf à vouloir... Non, mais ça, je ne vais pas lui dire qu'il fait la mauvaise foi, mais enfin, il le sait. Nous sommes aujourd'hui à peu près à $1,300 par habitant. Oui. Si je pars donc de $1,300 sur la base de 20 328 milliards de francs CFA de PIB, oui. Si je veux atteindre 7 000 à 8 000 $ par habitant, qui me permettrait d'être qualifié ou de qualifier le Cameroun comme pays émergent, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé de faire au moins 8 à 10% de manière soutenue pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et maintenant, pour arriver à 2035, qui est notre objectif, on est en 2018 aujourd'hui, vous êtes obligé de le faire pendant 17 ans. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Vous êtes obligé de faire 8 à 10% au moins de manière soutenue pendant 17 ans. Vous peinez au niveau de 4%. Vous peinez au niveau de 4%. C'est une véritable prouesse. Et j'aime bien le terme, paradigm change. Il faut absolument, mais alors, rompre complètement avec le modèle actuel. Aussi bien au niveau de ces... Il se trouve que vous n'avez pas pu conseiller ce État pendant que vous étiez son conseiller, quand vous étiez directeur à la FCNI. Je dis une fois de plus. C'est moi qui étais conseiller du chef de l'État, ou c'est moi qui le suis. Je sais ce que j'ai conseillé et je sais pourquoi j'en ai tiré les conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusque-là, il n'a pas eu le privilège de l'être. Donc, me dire que je n'ai pas pu le conseiller, je sais ce que j'ai dit et je sais pourquoi j'en ai tiré les conséquences. Si vous me posez la question à ce niveau-là, je pourrais vous répondre. Oui, bien sûr. Il se trouve clairement que je sais ce que j'ai conseillé, je sais ce que j'ai pu dire pour qu'on sorte de là, et je sais pourquoi j'en ai tiré les conséquences. Ça, c'est pour cet aspect-là. Oui. Alors, vous comprenez disiez, maintenant. Oui, avant de continuer, vous disiez justement, sauf si vous permettez, vous voulez dérouler votre raisonnement et on reviendra plus tard sur ce que vous avez vous-même appelé le système qui a empêché... Oui, mais on pourra revenir là-dessus. Je m'adresse un peu à ce qu'il a soulevé comme problème. Parce que je vous disais, pour que ce que vous compreniez aisément, que au fond, essayer de comparer le Cameroun à la France, ça se fait pas. Je veux pas le qualifier. Parce que, vous voyez, ce sont des pays de niveau disparate. Vous ne pouvez pas comparer un pays déjà comme la France qui a 7 000 milliards, n'est-ce pas, de dollars de PIB au nôtre. C'est pas possible. Et maintenant, de l'autre côté, ensuite je vous ai dit, ensuite j'ai donné le deuxième exemple, c'est que je vous ai dit, pour passer de $1,200 par habitant aujourd'hui et être qualifié de pays émergent, ce qui est l'objectif souhaité par les pouvoirs publics, il faudrait atteindre pratiquement $8 000 dans 17 ans.
Si vous regardez le niveau de croissance aujourd'hui, si vous regardez la base du PIB, n'est-ce pas, il faudrait faire au moins 8 à 10% pendant cette période-là de 17 ans, de manière soutenue. Oui. L'autre aspect, ce qui est difficile, nous traînons là à atteindre 4%, pour aller dépasser. L'autre aspect qu'il a soulevé, c'est mon rôle. Oui. En tant que conseiller. Vous n'avez pas pu peser, j'ai dit là-dedans, non, les conseillers, c'est pas les conseillers qui... Il y a une volonté politique, lorsque vous avez donné un conseil, n'est-ce pas, de voir si effectivement ça peut changer. Maintenant, vous pouvez avoir un système de gouvernance qui empêche que cela se fasse. Vous permettrez probablement qu'on revienne sur cette question qui est suffisamment levée, mais si vous donnez le temps, oui, sur le système. Là, je le sens, je le sens bien, mais je n'ai pas encore déroulé. Voilà, alors, j'ai pas encore déroulé. Je dis, vous pouvez conseiller, n'est-ce pas? À la limite, vous pouvez vous retrouver dans un système où le chef vous écoute, mais se retrouve lui-même face à une machine qui est grippée. Et c'est là où le système de gouvernance publique, sauf à vouloir être, je ne vais pas qualifier, mais vous comprenez ce que j'ai dans la tête. Je ne vais pas qualifier. Mais lorsque vous vous retrouvez bloqué devant ce système de gouvernance, il faut absolument le réformer. Et je n'étais pas dans des considérations de pacotille quand on parlait de réformer le système, parce qu'il s'agissait réellement de le rendre beaucoup plus flexible pour qu'il soit capable d'apporter des réponses. Voilà pourquoi j'utilise dans mes interventions, je dis, le monde va très vite et le Cameroun trop lentement. Et il se trouve que c'est ce décalage de vitesse entre le monde qui va très vite et le Cameroun qui va trop lentement qui crée tous les dérives, les dévoiements, n'est-ce pas, et voir les crises même que vous observez. Ce n'est pas une critique, les téléspectateurs qui nous regardent comprendront que c'est une critique forte, mais je reviendrai dans l'explication détaillée de ce système de gouvernance que vous voyez. Il y a un autre aspect où il m'a à la limite indexé, c'était mon rôle comme directeur des études et projets à la SNI. Il se trouve que nous arrivons à la SNI pratiquement en 79, et le modèle a déjà montré ses limites. Le modèle dont nous parlons là a déjà montré ses limites, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, ce modèle dont nous parlons, je suppose qu'il est déjà rentré au Cameroun, moi je suis déjà là, 78, je regarde, le modèle a déjà montré ses limites. L'ensemble des pays africains et même de certains pays asiatiques qui ont adopté le modèle d'import substitution tel qu'on l'a décrit, n'est-ce pas, commencent à ressentir la crise. Puisque en réalité, c'est 5 années plus tard que vous aurez la crise au Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire est déjà en pleine crise en 79. Pourquoi la Côte d'Ivoire est en crise en 79? Parce qu'elle ne produit pas de pétrole. Absolument. Après le choc pétrolier de 73. Exactement. Donc, qui va produire, donc la Côte d'Ivoire, qui est déjà en crise en 79, est déjà le révélateur des limites de ce modèle. N'oubliez pas que les limites de ce modèle-là, assez rapidement. Alors que la Côte d'Ivoire était déjà beaucoup plus industrialisée que le Cameroun, mais ces deux économies avaient la même structuration. Mais la Côte d'Ivoire qui n'est pas producteur de pétrole. Le Cameroun, lui, en 79, devient producteur et exportateur de pétrole. Les cours du pétrole montent à la faveur des deux crises que vous donnez là. La première crise de 73 et la crise irako-iranienne, n'est-ce pas, 79, qui font monter à la fois le cours du dollar et en même temps le cours du pétrole. Là, il y a deux effets qui se conjuguent pour faire monter les cours du pétrole. Et lorsque les cours du pétrole montent, ça cache la crise au niveau du Cameroun. On a beaucoup d'argent. Et lorsque les cours se renversent, 6 ans plus tard, n'est-ce pas, le modèle tombe. Le modèle était fait de quoi? Ce n'est pas nous qui étions responsables de ce modèle. Parce qu'au fond, au moment où nous rentrons, les grands projets dont on parle à l'époque, que ce soit Kamsuko, que ce soit, n'est-ce pas, tannerie, que ce soit les crevettes, tous ces projets qui vont tomber plus tard, avaient déjà été lancés, mais avaient été lancés de manière que l'endettement soit directement pris par ces projets, mais garantis par l'État, soit pris par l'État, ensuite rétrocédé à ces entreprises-là. Mais en tout état de cause, l'État, c'était ce qu'on appelait l'État entrepreneur. L'État venait dans tout, et lorsque ça retourne, ces projets ne sont plus rentables, n'est-ce pas, et c'est l'État qui doit rembourser. Au même moment, les cours du pétrole sont renversés, les cours du cacao sont renversés, il y a une contraction des recettes
publics au niveau de l'État et on tombe en pleine crise, le Cameroun va connaître pratiquement le premier défaut au niveau du service de sa dette. Et ça se passera exactement en 85. Donc, ce n'est pas nous. Et à ce moment-là, nous avons déjà lancé la sonnette d'alarme pour changer la structuration de l'économie. Mais c'est à ce moment-là que vous constatez que, malgré la relance, malgré l'alerte que nous lançons, le modèle de gouvernance, et c'est pour ça que j'insiste sur ce modèle, parce qu'en réalité, allez essayer de soutenir quelque chose qui est insoutenable, parce que vous soutenez dans sa situation, pendant 36 ans, voire davantage, n'est-ce pas? Je vois mal comment vous allez le faire au cours de ces prochaines années. D'abord, parce qu'il dit ceci. Ensuite, il dit ceci, que maintenant que les bases ont été créées, c'est quelle base? Il s'agit de quoi? Oui, justement, c'est la question mais les bases d'infrastructures, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Mais ça va de soi, vous le voyez comme tous les Camerounais. Où sont les infrastructures? Où sont les infrastructures routières? Où sont les infrastructures routières? Les infrastructures énergétiques dont il parle, que je lui dise, la demande d'électricité au Cameroun est de 7 à 8% par an. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais, la production d'énergie au Cameroun est de 5250 gigawattheures par an. Et avec une puissance installée de l'ordre de 1400 mégawatts. Avec une demande qui est de pratiquement 8% par an, que ce soit au niveau des ménages ou des industries, n'est-ce pas? Il faudra qu'on puisse atteindre dans les années qui viennent une consommation de l'ordre de 15 000 à 20 000 gigawattheures, là où nous sommes. Nous sommes donc très loin du compte. Ce n'est pas le barrage de Membele qui va répondre à ça. Ce d'autant que le barrage de Membele, jusqu'aujourd'hui, vous peinez encore à faire une ligne de transport. Mais oublions cela. Supposons même qu'ils vont parvenir à faire... Mais attendez, je donne les chiffres. Notez mes chiffres. Vous allez terminer la parole. Notez mes chiffres pour y répondre. D'accord? Notez mes chiffres pour y répondre. Parce que je dis, on consomme aujourd'hui 5250 gigawattheures à un rythme de demande de 6 à 8% par an, qui devrait nous porter dans les années à venir à pratiquement 15 000 à 20 000 gigawattheures. Je vous fais noter qu'en 36 ans, il n'y a pas un seul kilomètre extra de chemin de fer qui a été réalisé. En réalité, le chemin de fer s'est rétréci. Vous savez bien que si je prends le réseau sud, il allait jusqu'à Ngouloumé-Balmayo, on aurait pensé qu'en 36 ans, ce réseau serait déjà à Samélima, voire en allant vers le Tchad. Si vous regardez en allant vers le Congo, je vais dire, vous aurez le même temps de parole. Ça, je vous assure. Vous aurez le même temps de parole. Nous verrons à ce qui est équilibre sur ce plateau. Vous aurez absolument le même temps de parole. Si nous regardons l'axe nord, le réseau s'est arrêté en Gaoundéré depuis 82. Il n'a jamais connu 1 kilomètre de distance. Il vient d'annoncer, le président a annoncé à Marois qu'il irait, que le chemin de fer serait prolongé. Mais vous croyez que, M. Zogo, vous croyez vraiment que l'économie c'est des incantations? Vous croyez vraiment que l'économie c'est des incantations? Quelque chose que vous n'avez réussi à faire en 36 ans. Vous le faites comment? Vous savez comment calculer le facteur? D'ailleurs, je me souviens, M. Béziki qui a annoncé un projet un jour dans la Liquier, à Alebanga, en disant qu'il y aurait un barrage là-dedans. Mais j'ai regardé, vous avez un inventaire de barrages au Cameroun. J'ai regardé ça et j'ai fait le calcul pour le projet qu'ils voulaient faire là-bas. Seulement, ce n'est pas le débat parce que je ne veux pas le descendre. Non, mais vous dites que c'est parce que ce projet n'a pas de valeur. Non, mais c'est un projet hypothétique, absolument. Un projet. Et là, il a dit ceci. Il a dit d'ailleurs qu'il soutient le chef de l'État parce que le chef de l'État a donné sa bénédiction à ce projet. Mais M. Zogo, imaginez que le chef de l'État donne sa bénédiction à tous les projets qui contribuent, n'est-ce pas, au développement économique et social du Cameroun. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui investit dans le projet. Ceux qui investissent dans le projet, c'est ceux qui mettent de l'argent, c'est les investisseurs. Et qui n'investissent que sur la base d'autres paramètres. La rentabilité économique, sociale, la rentabilité économique, financière et technique de ce projet. Or, il se trouve que quand j'ai fait le calcul, ce projet n'était pas du tout rentable. Donc, c'était simplement, encore une fois, un mirage pour les populations de la Liquier.
Et ça, c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'étais sur l'axe nord. C'est là où vous m'avez interrompu en disant qu'il vient de promettre un barrage. Maintenant, si je prends l'axe ouest, l'axe ouest où le chemin de fer allait juste en Konsamba, en 36 ans, vous pouvez le faire prolonger jusqu'à Bafang, ensuite à Bafoussam, en allant à Fumban, jusqu'à Elo, en allant du côté de Bamenda. Ça ne s'est pas fait. Et vous faites une promesse aujourd'hui, population, que au cours de 7 prochaines années, vous savez le temps, moi j'étais conseiller pour le projet du pipeline, vous savez le temps que ça nous a pris pour préparer ce projet, étudier le projet, n'est-ce pas, et ensuite trouver les financements. Nous avons pris 7 ans de préparation, n'est-ce pas, et 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour mettre le projet en marche, pour le construire. Et là, subitement, et il s'agissait de 1050 km, subitement vous m'annoncez que, n'est-ce pas, comme ça, par un coup de baguette magique, par une incantation, mais il y a déjà eu suffisamment d'incantations comme ça. Nous avions 30 projets structurants, M. Zogo, en 2011. 30 projets structurants. Moins de 5 se sont réalisés. Vous voyez? Et ceux qui se sont réalisés ne se sont pas réalisés de la plus belle manière. 4 heures de Bolova. C'est ça qu'ils appellent réalisation. Vous voyez ce que ça nous laisse? L'usine de manioc à Samélima, sans manioc. Un abattoir là-bas sans volaille. N'est-ce pas? Et vous avez le port de Kribi aujourd'hui qui fonctionne pratiquement à moins de 10% de sa capacité. Qui paye le personnel? Qui paye les dépenses d'exploitation du port de Kribi? C'est le gouvernement. Qui paiera pour la dette associée à cela? C'est le gouvernement. Or, j'explique assez simplement qu'on aurait pu faire, mais c'est pas grave, 22 minutes. Les informations. J'explique assez facilement. Vous attraperez votre 22 minutes. Absolument. Vous allez pour le moment, je voudrais terminer avant qu'il ne prenne la parole. Vous pouvez la lui donner même pour 30 minutes. Comprenez ce que je veux dire. Vous imaginez, on me dit aujourd'hui que c'est le septennat des grandes opportunités. Mais les grandes opportunités viennent de quoi? Les opportunités en économie viennent de la croissance. C'est ça, ça vient de la croissance. Et en réalité, ce sont ces réalisations qui auraient généré des opportunités. Qui sont quoi? Des opportunités d'emploi, des opportunités de revenus pour les jeunes gens, dont 80%, qui représentent 80% de la population, et qui ont moins de 35 ans. Vous avez peut-être eu une vie heureuse, M. Beziki, mais ces jeunes gens ne l'ont pas eu. Et il faut bien, la fameuse banque que vous avez promise, je ne vous apprends rien. La banque agricole. Voilà. Où elle est? On n'arrête pas. La réforme foncière. Jeune. Agriculteur. Vous faut des terres. Vous ne le pas la réforme. Ça se passera dans 25 Alors, monsieur, oui. Alors, vous me laissez 25 minutes. Il est avec exactement. Oui, allez-y. Ok. On va vous donner la parole. D'abord, je doute fort. Oui. Que monsieur Ekoka soit un économiste. Monsieur Ekoka, et comment cela? Vous permettez? Oui. Vous ne me trompez pas. D'accord. Parce que si M. Ekoka était un économiste, il saurait que les indicateurs économiques sont des éléments neutres qui s'appliquent à toutes les variétés de pays. Lorsqu'on parle de croissance, on utilise le même indicateur, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de la Papouasie, qu'il s'agisse du Cameroun. Lorsqu'on trouve qu'un taux de croissance est positif, et que cela est quand même le reflet d'une économie bien gérée, c'est une norme, une appréciation universelle. On ne va pas dire que le taux de croissance des États-Unis, il est positif, celui du Cameroun devrait être positif et introduire une nuance par rapport à la taille des économies. Monsieur Ekoka, les indicateurs économiques sont des éléments neutres qui s'appliquent à tous les pays. Vous permettez. Vous avez parlé de la base. Nous parlons bien, s'il vous plaît. Non seulement je suis économiste, deuxième point. Je sais bien de quoi je parle. Le deuxième point. Et financier. Peut-être vous ne saviez, peut-être pas. Les pays émergents répondent à un certain nombre de critères. Le World Economic Forum a dégagé une nouvelle classification des pays qui nous a sorti du clivage qu'il y avait avant entre les pays sous-développés et les pays développés. Il y a maintenant les pays qu'on peut dire en développement,
émergents et les pays développés. Il y a cette nouvelle, il y a cette classification et qui fait que lorsqu'on parle des pays émergents, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont pris en compte. Le premier indicateur, c'est le niveau du PIB par habitant. La moyenne actuelle du seuil des pays émergents est de $3 000 par an, c'est-à-dire 1 500 000 par an. Les pays émergents. Ce sont des pays développés qui, eux, commencent à 7 000 $. Il faut le dire à ce monsieur. Vous permettez. Deuxième chose, lorsqu'on parle de la transformation structurelle d'un pays, l'augmentation du taux de croissance se fait par palier. On ne saute pas de 3, 4, 5% à 10%. Ça se fait par un coup de baguette magique. C'est un calcul. Le modèle que nous avons, monsieur, le modèle qui a été mis en place, c'est un calcul. Dans le cadre de l'entrée du Cameroun dans les chaînes de valeur ajoutée mondiale, permettra que le taux de croissance actuel, qui est qui quasi de 5%, il devra atteindre en 7 ans, il devra atteindre le taux de croissance est de 3,5%. Il devra atteindre le niveau de 8 à 9%. C'est-à-dire nous avons 7 ans pour atteindre ce niveau-là. Ensuite, on continuera à pousser. C'est ça la réalité de l'économie. L'économie, ce n'est pas comme ça on dit, il faut de croissance. C'est vous qui le dites, c'est pas nous. C'est vous qui le dites, c'est pas nous. Vous faites une tentation. Une croissance bien orientée. Et maintenant, avec les transformations, le taux, moi je préfère parler de sous-emploi, aujourd'hui à voisine de 80%, devra être ramené à peu près moins de 10% en tout cas. Voilà des chiffres, monsieur. Et ça, c'est des chiffres dont le potentiel du Cameroun, dont les avantages comparatifs que le Cameroun a, dont les grands indicateurs de l'économie du pays font ressortir. Voilà les chiffres sur lesquels nous devons nous approcher, à savoir, dans 7 ans, nous nous trouverons avec un taux de sous-emploi qui sera à moins de 10%. Nous aurons un niveau de revenu par habitant qui sera au-dessus du seuil des pays émergents. On parlera donc ainsi de pays émergents. Premier point. Oui. Le deuxième point, par rapport à ce que mon ami Ekoka dit, mais ce qui caractérise, en principe devrait caractériser les lettrés que nous sommes, c'est une certaine forme de courage de ses opinions et de ses postures. Vous plaignez aujourd'hui ces jeunes, M. Ekoka. Vous étiez directeur des études et des projets à la SNI. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que les gens ne l'ont pas bien suivi. C'est la SNI qui a été le maître d'œuvre du modèle économique qui a conduit le pays dans la situation où il est. Et vous étiez, c'est la SNI, et vous étiez le directeur des études et des projets, le modèle économique. Vous avez parlé, vous dites, vous êtes des opérateurs des études. Et vous permettez. Vous étiez directeur des études et des projets. Vous permettez, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Vous ai laissé, monsieur Ekoka, vous permettez, vous me laissez parler. Non, c'est laissez-moi parler, monsieur. Vous avez parlé pendant 25 minutes, ça fait 5 minutes. Vous aurez la parole. Oui, mais laissez-moi parler. Mais qu'il me laisse parler. Mais dites-lui d'arrêter. Monsieur Ekoka, non, mais c'est vous qui devrez vous calmer. Monsieur, vous pouvez écouter. Ayez l'élégance de m'écouter comme j'ai eu la thèse de vous écouter tout à l'heure. Alors, le troisième point, c'est monsieur qui a donc été directeur des études de la SNI, maître d'œuvre du modèle économique, dont les limites nous sommes aujourd'hui, qui a ensuite le privilège d'être le conseiller du chef d'État et qui, à aucun moment, dans ses critiques, n'a proposé au chef d'État le paradigme shift. Comment il le sait? Qu'il m'appelle. Comment il le sait? Mais attendez, vous avez jamais été conseiller du chef d'État? Je vous dis quelque chose, monsieur Ekoka. Vous vous souvenez? Alors, je vais devoir le révéler ici. Je vais devoir le révéler. Vous permettez? J'ai rendu visite quand je suis revenu des États-Unis à monsieur Ekoka. Et monsieur Ekoka m'a fait le privilège de me faire lire l'alias qu'il a adressé au chef de l'État. C'est qui les gens? Oui, je le sais, je ne peux pas le nier. De me faire l'alias des notes, c'est chef de l'État. Et ce qui m'avait frappé ce jour-là, c'est que
Le contenu de ce là est beaucoup plus. Et la petite manière qu'il a d'évoquer là, c'est-à-dire les de gouvernance, tout autre chose. Ce que j'ai lu quelque part, à noter qu'il avait fait la moindre observation, ni sur le modèle économique, ni sur la politique économique, ni sur la gestion, les gestions sectorielles. Je dis, mais tiens, le chef d'État à ce monsieur comme conseiller, le pays est mal barré. Et je suis tout à fait, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, on se retrouve sur ce plateau de télévision, et lui, il prétend avoir... Non, non, j'ai vu, non, mais regardez ça. Parce qu'il y a ceci qui est très important. Il y a c'est important. Il y a dans nos carrières, il y a des positions. Lorsqu'on dit ça, on doit respecter une certaine éthique. Lorsque vous êtes conseiller des chefs d'État, vous n'allez pas comme ça à l'entendre prétendre que vous avez donné tel conseil et vous n'avez pas été suivi. C'est une violation de l'éthique, un manque de honnêteté intellectuelle. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on est conseiller du chef d'État, parce qu'il s'en va le dire maintenant sur les écrans de télévision, il parle de gouvernance et toute autre chose, on ne se livre pas, on ne livre comme ça, ou on ne considère pas comme une victime, parce qu'on a fait des recommandations qui n'ont pas été suivies. D'autant plus que lorsque nous parlons de ces recommandations, moi j'ai pris connaissance de certaines de ces recommandations, elles n'avaient aucune substance. En tout cas, elles n'allaient pas dans la direction de ce qu'il faut aujourd'hui pour redresser le Cameroun. Vous vous moquez des Camerounais, vous vous moquez des jeunes Camerounais. Vous êtes l'un de ceux qui ont conduit ce pays dans la situation où il est. Laissez-nous essayer de le redresser en proposant une solution comme celle que nous proposons, c'est-à-dire mener le Cameroun à l'émergence en transformant son économie où seront effectués des investissements massifs qui permettront de résorber l'énorme sous-emploi que les petites auxquelles vous avez associé aujourd'hui le pays. C'est que le président de la République, le président Biya, est uni. Vous aidez et engager le Cameroun sur la voie de l'émergence. Parce que jamais je n'ai vu sur aucune des notes que vous m'avez présentées, sur aucune des notes que vous m'avez montrées, je n'ai vu aucune indication sur ce que pouvait être un changement de modèle économique, une politique économique appropriée, une politique sectorielle qui permettrait que le Cameroun s'engage dans la voie de l'émergence. Je n'ai vu, pourtant on va monter une bonne gaffe de professeurs au chef d'État. Nous avons besoin de ce pays, de véritables économistes. Nous pouvons parfois être heureux, inquiets, qu'à la place de véritables économistes, les conseillers, on a en face de nous des personnes dont l'imposture peut être questionnable. Il faut faire très attention, Christian. Nous nous connaissons très bien. Alors, il faut bien consacrer de quoi nous parlons, si vous permettez. Oui. Non, j'ai eu 10 minutes, 15 minutes. Je vous les avais. Non, il y avait la critique quand même sur l'énergie, les trucs de projet. Alors, lui, il relevait qu'on ne verrait pas l'énergie. Non, monsieur, aujourd'hui, le Cameroun consomme à peu près 1000 à 1200 mégawatts d'électricité. À l'heure actuelle, il y a à peu près 200 mégawatts qui sont perdus dans la distribution. Les projets qui sont engagés, Nactigal, 400 mégawatts. Biri sur Warak, 775 mégawatts. Mekin, à peu près 200-300 km. Mégawatts. Il n'en déplaise à mon ami. Permettez, n'en déplaise à mon ami Ekoka, le Banga. Le projet de la Banga, c'est viable. Donc, l'étude de préfaisabilité a été faite par HydroChina, c'est-à-dire l'entreprise qui en Chine a construit ce qu'on appelle les trois gorges, les barrages des trois gorges. Sur le fleuve jaune. Sur le fleuve jaune. Et qui a sorti une étude, qui a été présentée au chef de l'État, qui a donné un corps. Vous comprenez? C'est cette étude qui a été écrite au chef d'État. Alors maintenant, que monsieur Ekoka joue au prophète de malheur en disant que cela ne saurait se faire, libre à lui. Mais je vais dire ceci. Monsieur Ekoka a échoué en tant que directeur des études et des projets à la SNI en laissant, comme il l'a dit lui-même, un modèle économique, le modèle impôt-substitution,
aller jusqu'au bout, jusqu'à freiner l'industrialisation du Cameroun. Il a échoué en tant que conseiller du chef d'État en ne travaillant pas pendant 7 ans ou 8 ans. 7 ou 8 ans, il était conseiller du chef d'État pour que ce paradigme shift, terme qu'il m'emprunte, soit opéré et que le Cameroun soit mis sur aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît, qu'avec des positions que nous faisons, et qui sont des propos chiffrés, chiffres à l'appui, je vous ai dit, l'objectif en termes de PIB, l'objectif en termes de création d'emplois, l'objectif en termes de volume d'investissement et de ressources, que ces prévisions soient mises en œuvre. Parce que je vais vous dire, Christian, pour mener au Cameroun à l'émergence, peut-être que nous avons bâti. Vous permettez? Peut-être que nous avons bâti. Je voudrais vous l'apporter ici, mais simplement à rien. Et ça sera publié bientôt. D'ailleurs, été présenté par le chef d'État. C'est un délai pour que le Cameroun soit à l'émergence au cours des 10 prochaines années. S'il vous plaît, si vous voulez vous prévoir, et puis que pour mener le Cameroun à l'émergence, il faut à peu près 98 000 milliards de francs CFA. 90 000 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, le taux d'endettement du Cameroun est tout à fait satisfaisant. Nous sommes à 35%. La CEMAC prévoit que le prévoit 70%. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Zogo, le Cameroun a une marge d'endettement de 7 000 milliards de francs à ce jour. Dans 20 ans, lorsque nous aurons porté le PIB de 20 000 milliards qu'il a à l'heure actuelle à 40 000 milliards de francs, à partir d'aujourd'hui, nous avons une marge d'endettement de 23 000 milliards de francs. Donc vous voyez, quand nous avons un besoin total de 90 000 milliards de francs et que 40 à 50% peuvent être procurés par les ressources propres de l'État et que les investisseurs étrangers s'ils apportent 20 à 25 000 milliards de francs, nous avons cette marge que nous permet d'atteindre nos objectifs et atteindre finalement le résultat que nous voulons avoir, c'est-à-dire un niveau de PIB de 3 000 milliards de francs qui est celui des pays émergents, mais également une création de 6 millions d'emplois qui ramènerait le taux de sous-emploi à moins de 10%. Monsieur Ekoka, voilà ce que sera le Cameroun demain. Si vous voulez terminer, oui, alors, bien sûr. La détresse fait des choses. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est vous qui êtes parce que vous prétendez que vous êtes directeur, vous êtes conseiller du chef d'État alors que vous n'avez pas mis pied au palais depuis et que le président n'a même pas voulu, n'a pas osé accepter de signer la lettre qui devait vous mettre hors du palais. Il a refusé. Vous voulez confident. Et vous tendez que sur tous les plateaux que vous êtes conseiller du chef d'État. Vous n'êtes pas conseiller du chef d'État. Vous n'êtes pas conseiller du chef d'État. Pourquoi vous continuez à dire que vous êtes conseiller du chef d'État? Je continue de dire. Vous n'êtes pas. Je continue de dire que vous êtes un imposteur. Parce que c'est vous qui êtes venu chez moi. Je n'ai jamais été chez vous. Ah, évidemment, je venais d'essayer. Vous êtes venu. Mais j'avais appris que vous étiez conseiller du chef d'État. C'est tout à fait normal. Le reste, vous avez dit était une mauvaise chose. Maintenant, vous m'avez sorti toute la vous gardiez, je ne sais pas si vous avez gardé, en copie tous les deux professeurs de chef d'État. Et je ne sais pas plus. L'économique là-dedans et l'économiste dedans. Je ne suis pas sûr. Mais vous m'avez poussé à livrer cette vérité au Camerounais. Maintenant, on sait de qui ils sont. Sauf que vous en vous-même. La vérité, c'est que je ne dirai pas ce pourquoi vous étiez venu me voir. Bah, écoutez, dites-le. Je vais dire pour moi. Mais ce que j'en conclus, c'est que c'est extraordinaire. Premièrement. Deuxième chose, je veux dire, M. Zogo. Naturellement, M. Guigui peut sortir n'importe quoi, n'est-ce pas? Peut sortir n'importe quoi. Je m'attache aux chiffres. Je voudrais qu'on s'attache aux chiffres. Et vous attachez, hein? D'accord. Les chiffres que vous avez vous, je crois que... Non, ne perdez pas du temps. Attendez, je voudrais qu'on s'attache aux chiffres. Je ne suis pas sûr que je ne sais pas comment tu calcules. Mais enfin, disons que ce que j'ai dit tout à l'heure, il a essayé de tout confondre. On a parlé de l'énergie et des besoins énergétiques. Je dis que le Cameroun consomme aujourd'hui 5250 gigawattheures. La demande croît de 6 à 8% par an. Si nous devons satisfaire cette demande, n'est-ce pas, dans une dizaine, quinzaine d'années, il faudra atteindre 15 000 à 20 000 gigawatts. Ça, c'est les chiffres. Je ne dis pas seulement les chiffres de ceux qui projettent, c'est-à-dire qu'au niveau des besoins d'une étude sur l'énergie, les besoins énergétiques du Cameroun. Et j'insiste pour dire que le barrage de Nachtigal
400 mégawatts, n'est-ce pas? Le barrage de Membele, 220 mégawatts. Celui de Mekine, 10 à 15 mégawatts, sont très loin de satisfaire ses besoins. Écoutez, dans Warak. 75 mégawatts. Pardon? 75 mégawatts. C'est pour ça que je vous reprends, parce que vous avez dit 50 mégawatts. Non, c'est 75 mégawatts. C'est parce que vous dites 50 mégawatts. Si tu veux donner le chiffre, c'est 15 mégawatts. Le banc 900 mégawatts. Alors, pourquoi... Et 800 mégawatts. Voilà pourquoi je vous dis, si vous regardez les besoins, nous sommes très loin d'atteindre le compte. N'est-ce pas? Grand Ewin est conçu essentiellement pour l'exportation, n'est-ce pas, de l'énergie. Moi, ce que je vous ai donné, c'est les besoins internes, c'est-à-dire qui concernent aussi bien ce qu'on appelle la consommation du secteur public, c'est-à-dire des ménages, que la consommation des projets industriels. Je vous signale que nous avions de grands projets miniers, toujours de ce fameux septennat, tous les septennats de réalisation. Je vois que tourner à la promesse des grandes réalisations, vous allez trouver là-dedans 30 projets structurants, parmi lesquels, n'est-ce pas, les projets miniers, de Mbalam, qui devait faire 35 millions de tonnes d'exploitation de minerais. Géovic, le cobalt, n'est-ce pas, et le nickel. Le barrage de Ndjoum, à Ferromine, n'est-ce pas? Et tout ce qui est comme bauxite de mini-martap, hydromine. Tous ces projets sont sérieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous se fiez aux gens qui vous font des promesses et qui sont en réalité incapables de réaliser ces promesses, vous vous posez la question pourquoi, au cours du an qui vient, n'est-ce pas, continuer à leur faire confiance. C'est ça le débat. C'est-à-dire qu'on vous dit, à un moment donné, que le taux d'accès à l'électricité sera de 100% pour tous les Camerounais, parce qu'aujourd'hui, il tourne autour de 50%, qu'il atteindra 70-80% à la fin du septembre. Vous vous rendez compte qu'il atteint. Je continue à parler des chiffres, il est à 50%. Vous vous rendez compte qu'on dit le taux d'accès à l'électricité sera de 100% à un certain horizon. Maintenant, vous n'êtes toujours pas. Vous promettez la construction de 10 000 logements, Promettez aux gens, ce sont les promesses qu'on connaît, qui ont été faites. Vous vous rendez compte que vous ne dépassez pas le cap de 1500 logements. Comprenez ce que je veux dire? Vous dites que vous allez faire la boucle autoroutière, c'est-à-dire qui passe de Yaoundé, Douala, Bafoussam pour rejoindre Yaoundé, avec un bout qui ira à Bamenda. Vous faites cette promesse, vous ne l'avez pas. Mais, M. Zogo, je peux en citer comme ça, je peux aligner. Si vous regardez même les dates de réalisation de ces projets, je dis bien de réalisation, je peux parler de mais c'est déjà connecté pas au système de transport. Les réseaux de transport du entre l'électricité. La même chose pour le deuxième pont sur oui, normalement c'est déjà fonctionné. Vous vous rendez compte, et ça c'est pas ma parole, c'est la Banque mondiale qui fait le constat pour tous les projets d'infrastructure du Cameroun. Nous pensons 3 à 4 fois, c'est-à-dire que les projets sont toujours surenchéris, nous dépensons 3 à 4 fois leur coût par rapport aux projets qui ont une situation similaire aux nôtres. Et vous avez toujours des retards de l'ordre de 7 à 10 ans comparé aux objectifs initiaux qui sont de 3 à 4 ans. Ouais, c'est ce qu'il dit. Alors, je ne voudrais pas moi, et je sais pourquoi c'est comme ça, voilà pourquoi je viens sur ce de gauche. Je ne suis pas dans la personne du chef de l'État. Je ne suis pas, moi, je ne fais pas du Congo-Ça ni des querelles personnelles. Je ne suis pas dans une histoire du chef de l'État. C'est pas, je parle d'un système de gouvernance. Et si vous ne changez pas ce système de gouvernance, vous aurez toujours ces pièces de résumé avec un système de gouvernance comme ça. Vous pouvez surtout renouveler, vous lui renouveler la confiance avec le même système de gouvernance. Ce n'est pas le président. Vous ne ferez rien. Et c'est cela qui m'intéresse. Le fait que M. Bigui fasse pendant des jours à mon endroit, ça m'importe peu. Je suis froid dans l'analyse. Ceci ne peut pas. Il a quelque chose de caractéristique, n'est-ce pas? Il a une capacité organique à transformer des idées, n'est-ce pas, en réalisation. Et c'est ce que vous observez au cours de son existence. Nous rentrons là justement dans la question de ce système. Ça vient d'où? Ça me paraît c'est quoi? Ça me paraît important.
On peut l'appeler le système bien, mais c'est le système de gouvernance. Et quand il dit qu'il a vu mes notes, il n'a pas vu mes notes. Il peut dire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai? Non, il n'a pas vu mes notes. Je vais dire, il n'a pas de notes. Parce que les notes sensibles au chef, c'est-à-dire que celles qui aimeraient éventuellement voir, et c'est pour ça que je vais dire pourquoi il était venu me voir. Vous comprenez? Mais moi, je ne le dirai pas. Que lui nous dise pourquoi il est venu vous voir. Bien, moi, je ne le dirai pas parce que je ne ferai pas dans les... Non, mais attendez, maintenant, ce que je veux dire, je suis dans une histoire où j'ai le système de gouvernance. Et justement, ce qu'on va changer, je ne suis pas dans une histoire, c'est ce qu'on va changer. Si j'avais réussi, connaître le système des conseillers de l'État, si j'avais réussi à faire changer, n'est-ce pas? Je pense que j'en aurais également tiré des conclusions. Si j'avais réussi à le faire changer. Figurez-vous que la raison principale pour laquelle j'y vais, ou j'accepte cela, c'est parce que j'ai des amis. Je vous dis non, puisqu'il n'était pas là. Mais ceux qui étaient là, qui étaient venus me chercher, est-ce qu'il était là? Non. C'est pas qu'on est venu. Très bien. Bon. Mais pourquoi vous dans mon pays. Ok, bon, continuons. Il ne faut pas que tu dises pour venir voir. Attention. Vas-y. Bon. Donc, maintenant, ce que je suis en train de dire, au lieu qu'on fasse, mais franchement, si nous voulons rendre service à la monnaie, et je le redis, si nous voulons rendre service aux jeunes gens, qui sont la promesse de demain. Monsieur Zobo, je vous le dis parce que vous avez déjà des enfants. Si nous voulons leur rendre service, il s'agit ici de venir traiter d'imposteurs. Moi, j'ai fait ma vie, n'est-ce pas? Quand les gens disent, est-ce qu'il y a une aigreur, ni de mon enfance, ni de mes études, de ma vie professionnelle, je n'ai rempli aucune frustration. Et ce que mes parents m'ont appris, ils m'ont dit, tu es un enfant privilégié, et en raison de tes privilèges, tu n'as que des devoirs envers ta société. Et je me suis comporté comme tel partout où j'ai été. Chaque fois que je ressens qu'un système est en fait grippé, je pars. Ce que j'ai fait à la SNI, je me suis rendu compte, à 39 ans, c'est-à-dire j'avais pas 40 ans, je me suis rendu compte que ce système est grippé, j'en ai tiré les conclusions nécessaires, puis je suis parti. C'est simplement de le comprendre. Parce qu'au fond, lorsque vous sortez de là, vous pouvez vous battre autrement. Lorsque j'arrive là-dedans, les raisons de mon arrivée à la présidence, c'est ceux qui viennent me voir, sont préoccupés effectivement par les lenteurs, les dérives, les fonctionnements des projets qui sont mis en place. Vous aviez il y a quand même un pied je me souviens de vous au comité central du RDPC. Non. Il y a quand même quelques choses. Vous avez écrit. Non, attendez. Mais pourquoi il est là? Je veux dire, vous avez le comité central et le secrétariat général du comité central. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. C'est la précision, je vais dire. Parce que quelqu'un m'a dit un jour que quelqu'un dans une autre radio, à 20 ans, on a dit que j'étais membre du comité central. Je n'étais pas membre central. Je travaillais pour une mission secrétaire général, c'est qui est la même chose. Et effectivement, j'ai commis un livre en 1997, Cameroun vers le troisième millénaire. C'est un livre de prospective. Mais ce que je dis là en 97, bien qu'ils soient en train de me dire que non, et il le sait bien, il dit, c'est en 97, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans. Vous voyez, je suis en train de parler d'Internet. Ça demande de changer complètement l'aspect de l'organisation de votre gouvernance. Et ça demande de le comprendre et d'avoir une volonté. Parce qu'il y a entre dire une chose que Célestin est en train de le dire, on va faire ceci, et il le sait, peut être animé d'une résistance, n'est-ce pas? Compter pour changer ce système. Et lorsqu'un système est... Et c'est ce que le président bien n'a plus. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'un système est mis en place, n'est-ce pas, vous voyez des gens qui ont intérêt. Et ça crée des intérêts, ça crée des intérêts comparativement des intérêts invétérés, n'est-ce pas? Et pour le changer, il faut se débarrasser, n'est-ce pas, des gens qui ont intérêt à ce que le système de Satouko se perpétue. Alors, si vous ne vous débarrassez pas de ces gens-là, qui ont déjà eux aussi leurs intérêts dans le Satouko, parce que les principaux bénéficiaires du système, vous, voilà, ce sera difficile.
Et la réalité, c'est quoi, M. Zogo? C'est que quand on veut, n'est-ce pas, que cela change, il faut amener quelqu'un qui n'a plus de lien, plus de chance à ce changement dont il parle lui. Dans la situation, je suis en train d'analyser. Dans la situation actuelle, vous conviendrez avec moi que le système est tel que, entre la tête et ceux qui ont des intérêts là-dedans, c'est produit une sorte d'engrenage qui tourne et qui lui laisse très chance de faire un quelconque changement. Et c'est pour ça que vous avez fait les premiers 2 millions dans réalisation. Vous ne les faites pas. Aujourd'hui, vous trouvez un autre mot dans l'opportunité. Alors que l'opportunité de réalisation, vous avez sorti les opportunités du chaîne, incantation, la sorcellerie. Je ne comprends pas. Vous allez faire comment? Par une place qui ne se fait pas. Oui, d'accord. On vous donne la parole. Est-ce que nous allons bien arrêter? Oui, voilà. Alors, là, il a pris 20 minutes encore. Non, c'est pas on va le ami. Il est venu comme là, il est venu un chronomètre. C'est bon, chronomètre. Christian, sois sérieux. Bon, Christian, je te dis que on est amis. Vous permettez quand même que j'apporte un certain nombre de clarifications. Je vais apporter un certain nombre de clarifications aux Camerounais. On parle de débat là. Vous avez écouté ce que, enfin, cette critique sur, on appelle ça la gouvernance, quoi, sur le système de gouvernance. Donc ça, je parle non, c'est juste pour que tu puisses le réitérer, le rappeler. Alors, on aurait pensé que Christian Ekoka va à la présidence parce que... Mais pourquoi tu es attaché à cette histoire de présidence comme ça? Bien sûr. Vous permettez la présidence parce qu'il y va pour changer le système de gouvernance. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que, quand on prend une personne qui a le profil qu'il a, le profil d'économiste, on s'attend à ce que... Pas simplement, je suis ingénieur. Et qu'on s'attend à ce et que cette production porte beaucoup plus sur des propositions et des stratégies. Maintenant, l'idée est que, et là je suis obligé de le dire aux Camerounais qui nous suivent, Christian Ekoka arrive à la présidence d'une réelle manigance. Vous permettez, il est amené là-bas par le directeur de l'époque, M. Martin Bilinga, qui était directeur du cabinet civil. C'est lui qui l'amène à la présidence. Avec Prométhée, qui l'amène à la présidence. Compte tenu des rapports qui étaient très tendus entre M. Bilinga et Laurent So, qui est des deux comme cas, il s'agissait d'apporter une personne qui a un profil tel que, en faisant hommage sur Laurent et So, en qui la personne, son parrain, voyait un certain avenir, on puisse le remplacer numériquement par M. Christian Ekoka. Je dois vous dire, cette histoire de dire que vous êtes des dos, d'autres personnes disent que vous n'êtes pas des dos et donc vous ne pouvez pas prendre la place de Laurent Essou dans l'estime du président. Non, vous devez comprendre. Non, je dis pour que les Camerounais comprennent ce dont les questions. Le deuxième point important ici, c'est que voilà, M. Christian, de gouvernance, du système de gouvernance aujourd'hui, alors qu'il a eu toute la possibilité d'étudier pour faire des positions économiques, et qui se retrouve, on se demande, on ne donne pas avec comme soutien de quelqu'un d'autre qui est candidat, qui a exactement le même profil que lui. C'est-à-dire les personnes qui se sont réfugiées sous l'aile du président Biya, et lorsqu'elles ont senti qu'on allait sortir de la scène, sont fait de souris
et pour aujourd'hui, parce que nous devons apporter le bonheur aux Camerounais. Mais non. Tiens, il y a quel signe. Et le candidat que vous soutenez, on prend bien. Pourquoi? On prend bien, pendant si bien, parce que l'accord qui est entre vous ne tient pas du tout à des éléments de programme ou bien des données qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions. En réalité, il s'agit tout simplement d'une volonté commune de vouloir, ou bien d'un caractère. Je suis tout à fait désolé, le caractère de cette catégorie de projets, tu n'as pas travaillé là-dessus, tu as été conseiller du président, tu n'as rien fait pour une modification du modèle économique. La personne que tu sois aujourd'hui, je ne vais pas faire son procès, il n'est pas sur le plateau, mais s'il était là, on ne parle pas des ensemble, je lui dirais également ce que je pense de lui. Vous n'allez pas fouler les Camerounais. Nous avons une vision, nous avons identifié, nous avons cette vision, les fondamentaux sont là, ils sont au vert, la vision est dégagée. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres que nous tendrons à la fin du septennat qui arrive, et maintenant que les fondamentaux sont en place, il est à chacun de en tirer avantage. Il faut le dire une fois pour toutes aux Camerounais. Vous ne pouvez pas mettre sur le dos ou de l'État ou du chef de l'État la non-vision de tel projet parce que c'est lui qui fait. Non, il y a une partie qui relève à la fois de chacun, alors des initiatives privées. Si une certaine initiative privée décide pour l'amélioration de tel projet, vous n'allez pas forcément dire que c'est la faute d'État ou c'est la faute du système de gouvernance ou de d'autres choses. Non, c'est sérieux, Christian, sérieux. Alors, je voudrais. Oui, non, je ne chute pas là. Hein. Je pas dit. J'espère que après cet échange avec Christian Ekoka, ils sont plus édifiés fois sur les traits de caractère, ou tout au moins les convictions profondes de chacun d'entre nous, les notions profondes que les autres ont, et surtout les perspectives qu'ils dégagent pour les Camerounais, dans l'intérêt des Camerounais, et que ces perspectives ne se nourrissent pas, soit, c'est toi qui parles de frustration, je ne sais pas, ou bien de toute autre rancœur, mais que ce soit des préoccupations vraiment positives dans l'intérêt du Camerounais, pas seulement dans l'intention de vouloir d'une manière ou d'une autre, par effraction ou par je ne sais pas quoi, pouvoir mettre les mains sur les rênes de l'État. Alors, un dernier mot, Christian Ekoka, nous allons sortir par là. Alors, j'espère que effectivement les téléspectateurs seront tirés des conclusions de ce débat. J'espère vraiment. Et vous avez vu M. Bézigui attaquer M. Belinga Boutou. À défendre-le, monsieur, si vous voulez. Je ne vais pas le défendre. Je pense pas simplement c'est lui qui est votre parole. Non, je ne pense pas. Je vais prélever un certain nombre de choses. Je ne pense pas. Je vous ai interrompu. Il a attaqué M. Belinga Boutou. Je suis désolé, M. Belinga Boutou n'est pas sur ce plateau. Deuxièmement, si on dit que on m'avait fait venir là-bas pour m'attaquer, non, c'est bien pour cela. C'est bien, non, pas du tout. Je suis désolé, parce que moi, je n'ai pas cette nature. C'est-à-dire attendez. Termine, monsieur. Je suis désolé. Oui, on y va. Vous savez, moi, je suis en non, attendez. Je veux vous dire une chose. Je ne suis pas du tout tribaliste. Et je n'approche pas les problèmes par ces aspects communautaristes. Attendez, je n'approche pas les problèmes par ces aspects communautaristes. Ça veut dire qu'on ne m'aurait jamais piégé à aller remplacer Laurent Esso. Je ne crois à ce jeu. Monsieur Zogo, sachez que je ne joue pas à ce jeu. Je n'ai pas validé les règles de ce jeu. Si j'avais validé les règles du jeu, mais je serais resté au palais en train de faire une position dans ce jeu. À partir du moment où je ne veux pas de ce jeu, n'est-ce pas? Pourquoi je sors? Parce que au fond, la contradiction de ce que vous dites, c'est que, au fond, je serais resté là, en train de rechercher, comme 1001 personnes, je suis pratiquement une figure inédite, ici, dans ce pays, qui association, privilégiée, si vous voulez, comment ça ne va pas dans la direction, dans le sens de mes convictions. Alors que, il y en a qui restent là,
très longtemps, dans cette perspective d'espoir qu'un jour ça viendra quoi? Je ne peux pas un jeu que je n'ai pas validé, dont je n'ai pas validé. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au système de gouvernance. Je me rends compte qu'il ne peut pas permettre le développement. Et voilà pour dire, on parle de souvent veut me le, mais je dis aux gens que mais vous ne connaissez même pas l'intimité de nos rapports. Vous ne connaissez même pas l'intimité de rapports. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. C'est assez extraordinaire de mettre ça dans, n'est-ce pas, sur ce plateau-là. Je suis désolé, parce que en réalité, on n'a jamais vu une seule note de moi. Vous êtes toujours des notes qui attaquent au système. Et je m'intéresse au système. Et si nous nous intéressons au système de gouvernance, pour l'améliorer, c'est ça qui permettra, n'est-ce pas, de renforcer les performances de ce pays. Mais j'ai dit ceci, si vous avez eu 36 ans pour essayer de changer le système, vous l'avez fait, se crée automatiquement l'analyse des systèmes, des sortes de complicité entre la tête du système et ceux qui sont en train d'animer le système. Si vous voulez vous donner la moindre chance pour changer de système, c'est-à-dire changer de paradigme, vous ne pouvez pas l'utiliser à partir de là. Et je sais que la hargne, tout le désir, toute la volonté, toute la détermination pour changer ce système, parce que c'est lui qui est important pour nous, c'est lui qui compte pour les générations à venir. Ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de dire je soutiens un candidat comme ça. Je trouve malheureusement qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vu soutenir le Paul Biya. Sans que je sache le montrer, j'ai apporté un soutien à un candidat et je suis certainement la personne, sinon la seule, à avoir signé un accord de partenariat avec cette personne sur la base de ce que je veux voir que soit réalisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est extraordinaire, c'est que j'ai vu un artiste le faire aussi. C'est-à-dire que vous avez beau dire tout ce que vous voulez dire sur ce monsieur, il se trouve qu'il n'est pas parti soutenir Kamto comme ça. Il le soutient sur la base d'un accord. Et ce n'est pas un accord d'artiste seulement. C'est un accord idéologique. Et ça, c'est intéressant. Et ce que je voulais parler là, que les spectateurs noteront dans cette affaire, ce que j'ai voulu absolument apporter comme contribution par rapport à ce débat. Alors, merci, monsieur. Merci, Célestin Bédjigui, représentant ce soir sur ce plateau d'Equinox Télévision du candidat Paul Biya. Merci, Christian Penda Ekoka. Vous étiez là, représentant de Maurice Kamto. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie. La campagne électorale se poursuit sur Equinox Télévision jusqu'à au moins au soir du vote, et nous vous tiens informés de toutes les évolutions de l'actualité et de tous les chiffres qui sont les temps forts d'une élection présidentielle. Monsieur, bonne soirée. À bientôt.